À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 7 août 2024. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique se tiendra à Cotonou sous la présidence du maire Luc Setondi à Trokpo. Cet événement a été présenté ce matin aux médias lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Insalubrité à l'abattoir de Zongozeno de Parakou. Il est difficile de traverser cette zone sans se boucher les narines. Les usagers dénoncent l'inaction des autorités municipales. Un reportage est à suivre dans ce 19h. Au plan international, le bilan des récentes manifestations s'alourdit à 21 morts selon Amnesty International au Nigeria. Nous en parlerons dans un instant avec Faouzia Sefou. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. C'est sous cette thématique que le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique se tiendra à Cotonou, présidé par le maire Luc Setondi à Trokpo. Cet événement, prévu du 8 au 11 août 2024, a été présenté aux médias ce mercredi 7 août 2024 lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de ville. Latifat Kouenou et Krepengodonou nous en donnent les détails. Le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5, débutera dès demain, le 8 août, dans la capitale économique du Bénin, Cotonou. Pour annoncer cet événement, le maire Luc Setondi à Trokpo a animé une conférence de presse ce mercredi 7 août 2024 afin d'en informer les professionnels des médias. Ce forum de Cotonou donnera l'occasion aux acteurs de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local d'échanger sur la citoyenneté, la démocratie participative. Citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. C'est autour de cette thématique centrale du forum, présidé par le maire Luc Setondi à Trokpo, président de l'OIDP Afrique, que les réflexions seront tassées avec des objectifs bien précis. Il s'agira de trouver des approches innovantes pour relancer les sociétés démocratiques et renforcer la participation citoyenne. Ainsi, les objectifs fixés sont réfléchir sur la citoyenneté active et la participation démocratique comme moyen de consolidation des acquis démocratiques et de renforcement de la cohésion sociale en Afrique et dans le monde. Partager les expériences, les enjeux, les avancées et les limites des processus de démocratie participative sur le continent, élaborer des recommandations concrètes et des pistes d'action pour favoriser une démocratie participative efficace et inclusive. Cette rencontre réunira du 8 au 10 août 2024 plus de 800 participants, dont des personnalités de haut rang venant d'Afrique et du monde entier. Elle sera marquée par un acte très important pour la municipalité de Cotonou. Les travaux seront sanctionnés par la déclaration de Cotonou qui permettra à nos États et aux collectivités territoriales du continent de régler une fois pour toutes les questions de citoyenneté engagée, de participation citoyenne, deux socles de la démocratie permettant de dynamiser nos économies et d'aboutir à une justice sociale et économique pour tous les Africains heureux de vivre sur une terre d'avenir. Le FIDEPA étant l'affaire de tout le Bénin,
Nous avons prévu des sorties touristiques au centre Songaï, à Porto-Novo, au centre Léa à Cotonou, à Ouiga, dans notre cité historique à Bomé. Nous prévoyons aussi d'aller à Glotibé. Avec la vision du FIDEPA 5, des solutions probantes seront élaborées pour la redynamisation des relations entre les citoyens et le gouvernement du monde et de l'Afrique en particulier, afin de faire face aux différentes crises du monde. Je voudrais inviter tous les citoyens de notre pays à réserver un accueil chaleureux à tous les délégués. Il convient de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour l'accompagnement du gouvernement et des ministères sectoriels. On reste à Cotonou pour parler d'un entrepôt de produits pharmaceutiques contrefaits qui a été découvert dans le 2e arrondissement de la ville. Selon les informations de la hiérarchie policière, les éléments du commissariat de l'arrondissement de Kondéou ont été alertés d'un déchargement suspect en cours dans une maison dans le dit quartier. Sur place, ils ont découvert un appartement transformé en entrepôt illégal de produits pharmaceutiques contrefaits. Plus d'une tonne de produits pharmaceutiques en cours de déchargement ont été saisis, ainsi qu'une camionnette à l'effigie de la Sobebra utilisée pour le transport des produits prohibés. Le principal suspect, membre d'un trio, a été arrêté. Cependant, 2 autres individus, dont le conducteur de la camionnette, ont réussi à s'échapper. Nous parlons éducation dans ce journal. L'orientation consiste à proposer aux jeunes bacheliers différentes filières en tenant compte des réalités des secteurs du pays. Ces propositions sont basées sur leurs intérêts, leur parcours scolaire antérieur ainsi que leur personnalité. Mais est-il nécessaire d'orienter ces jeunes bacheliers vers les filières universitaires? Nous abordons la question avec Basile Dekbo, professeur d'université. Il faut orienter les jeunes vers des filières techniques qui peuvent leur permettre de se prendre en charge pour l'auto-emploi et se développer plutôt que d'être toujours à la quête d'emploi chez quelqu'un d'autre. Quand on dit formation de cours de pratique au bachelier, c'est peut-être une manière de voir la chose. Nous étions avec les bacheliers 2 ans après, il faut faire le BTS. C'était une formation de courte durée, mais on a changé et désormais nous faisons la licence. Et on a licence, master et doctorat. Nous n'allons pas changer encore et revenir à autre chose. Mais ce qui est sûr, quelqu'un qui a le bac et qui doit faire une licence, il n'a qu'à bien s'orienter et avec une filière qui lui permet d'être un peu autonome. Et moi, je ne trouve pas la question en termes de durée de formation en tant que telle, mais c'est en termes de ce que l'on met dans la formation. Quelqu'un qui a fait le baccalauréat d'office, il doit aller dans une université. Et à l'université, maintenant, il choisit ce qui peut le rendre autonome après. C'est ça l'orientation. Mais il ne peut pas avoir le bac et on va lui demander d'aller encore ailleurs. C'est une question qu'il faut penser, trouver les mots qu'il faut, parce que si on s'étend seulement sur le fait que bon, on doit faire une formation de courte durée, il faut aller vers des universités tout simplement, on ne va pas bien saisir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi et le job sur le terrain pour être plus réaliste. Je sais bien que le chômage est là, c'est difficile de trouver du travail, mais quelqu'un qui se trouve dans une filière où il peut lui-même innover, créer et évoluer, il peut toujours s'en sortir. Moi, je vais leur demander s'ils sont à l'écoute d'aller choisir des filières qui leur permettraient d'être autonomes, qui leur permettraient de se prendre en charge et ne pas rester à traîner, à chercher encore du boulot disant qu'ils font du chômage. Il y a des filières aujourd'hui qui sont des opportunités. Le numérique, comme on le dit, c'est une opportunité. La télécommunication est là. Vous avez des filières d'informatique où vous pouvez innover. Même dans les filières de marketing et autres, là, chacun peut quand même créer ce qu'il veut faire et évoluer. On ne va pas attendre nécessairement aller travailler chez quelqu'un avant de trouver d'avoir son compte.
Comme je l'ai annoncé en titre, bâtiment délabré, tuyaux d'écoulement bouchés, dépôt d'ordures. C'est le visage d'un enfant orphelin que présente l'abattoir de Zongo-Zenon situé dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Les occupants et usagers sont exposés à des odeurs nauséabondes. Désemparés, les occupants lancent un appel aux autorités municipales. C'est à travers ce reportage signé Anselmo Richard et David Yémé. Ici, à l'abattoir de Zongo-Zenon, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, l'insalubrité règne en maître. Des odeurs nauséabondes accueillent au quotidien les usagers qui, impuissants face à la situation, sont parfois contraints de se boucher le nez. Réellement, je suis sorti de l'abattoir, mais ça dégageait des odeurs nauséabondes. Dans ces odeurs provenaient tout juste des animaux qu'ils ont abattus et qu'ils ont versé les déchets tout autour qui s'est amassé. Et comme il n'y a eu plus l'odeur, la décomposition a facilité que l'odeur sorte de plus. Et puis ça nous indispose un peu. Comment on va faire? C'est là où on mange, c'est là où on est assis. Mais nous on préfère que l'abattoir là, il nous a déplacé ça pour amener ça, au moins quoi, pour que ça ne serait pas dans la ville même quoi. Parce qu'il faut regarder tout ici, regarde comment c'est sale. Et c'est là où il y a les maladies, regarde les enfants viennent encore là, ils s'amusent dedans. Pourtant, les autorités sont bien informées de la situation qui prévaut à ces lieux d'abattage des ruminants pour la boucherie. L'indifférence de ces dernières préoccupe les occupants qui ne savent plus à quel sens se vouer. On avait dit à la mairie, l'abattoir était bouché, le tuyau est bouché. Donc l'eau n'arrive pas à couler. Des fois, c'est nous-mêmes qui essayons pour faire caniveau pendant la pluie. Et la pluie prend les déchets, mais dans le bas-fond. Tout ça là, c'est manque de l'eau. Normalement, dans une abattoir, il faut qu'il y aura la pompe. S'ils ont fini, on pompe là, l'eau va faire partir les déchets dans l'abattoir, bien balayer. En même temps, ça rentre dans le bas-fond. Bon, voilà maintenant, les tuyaux là, tout est bouché. Nous-mêmes, ça nous gêne. Et ça nous gêne, mais on a dit ça à la mairie. Donc, solution que la mairie est en train de prendre actuellement, nous on ne sait pas. Si c'est sur quelles conditions la mairie est en train de prendre cette situation-là, nous on ne sait pas d'abord. Bon, en tout cas, ils ont dit bientôt, mais on va quitter ici pour qu'ils vont construire un abattoir modèle. Jusqu'à maintenant, aucun résultat encore. En tout cas, on attend la réponse de la mairie. Et pour corriger ce dysfonctionnement qui ternit l'image de la 3e ville à statut particulier, quelques citoyens proposent. Il faut que nos autorités à divers niveaux, ceux qui sont chargés dans le plan sanitaire, puissent aménager d'abord les lieux. Pour approche de solutions, ils peuvent chercher des roulettes à poubelle et venir déposer. Et faire la sensibilisation à ces usagers qui sont tout autour. Parce que d'une part, c'est une grande ville et c'est un grand quartier, il y a le monde qui prend par là. Je préfère qu'on fasse un grand trou ici. Si on fait un trou là, le caca là, souvent, quand ils viennent, s'ils veulent verser là, ils vont venir verser ça dans le trou. S'ils versent ça dans le trou, après, ils vont refermer et encore creuser une autre. Ou bien, si ça ne va pas comme ça, on va les amener vers la brousse. Pour que nous, on ne veut pas que notre pays soit sale, ça nous donne les maladies. Il faut préciser que l'abattoir de Zongo-Zenon date de l'époque coloniale. Au regard de son statut actuel, la ville de Parakou mérite mieux pour le bonheur de ses habitants. Merci à toute l'équipe de l'antenne régionale de Guérit TV Monde Parakou. On passe à présent à la page inter. Au Nigeria, le bilan des récentes manifestations s'alourdit à 21 morts selon Amnesty International. Les rassemblements contre la hausse des prix débutés le 1er août ont réuni des milliers de personnes à travers le pays et ont été réprimés par la police. Les détails, c'est avec vous, Faouzia Sefou. Le bilan des manifestations contre la hausse des prix et la mauvaise gouvernance qui ont secoué le Nigeria le 1er août dernier est passé à 21 morts selon Amnesty International. Un précédent bilan de l'ONG faisait état d'au moins 13 victimes. 6 personnes ont été tuées dans la ville de Soleja, près de la capitale Abuja, 4 à Maiduguri, dans le nord-est et 3 à Kaduna, 200 km au nord d'Abuja, jeudi avait écrit Amnesty International dans un communiqué publié le 2 août
route sur Ins. 7 personnes ont été tuées à Kano et une autre à Azar, 2 villes du nord du pays, a précisé ensuite Issa Sanusi, le directeur d'Amnesty International au Nigeria. M. Sanusi a ajouté que l'ONG enquêtait sur d'autres morts lors des heurts. Les manifestations qui ont débuté jeudi 1er août, réunissant des milliers de personnes à travers le pays, ont été réprimées par la police, selon des journalistes de l'agence France Presse présents sur place. Amnesty International demande que des enquêtes soient menées sur le comportement des forces de l'ordre. La police et l'armée ont nié toute responsabilité. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria traverse une grave crise économique à la suite de réformes mises en place par le président Bola Tinubu, arrivé au pouvoir en mai 2023. L'inflation des denrées alimentaires dépasse 40% et le prix de l'essence a triplé. Les participants aux manifestations baptisées In the Bad Governance in Nigeria, c'est-à-dire mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigeria, demandent au président de revenir sur certaines réformes comme la suspension de la subvention au carburant et de mettre fin à la souffrance et à la faim. Avant les manifestations du jeudi, les représentants du gouvernement avaient appelé la population à laisser le temps aux réformes de porter leurs fruits, dressant la liste des aides proposées pour atténuer les difficultés économiques, notamment l'augmentation du salaire minimum et la livraison de céréales dans les États du pays. Les organisateurs de la manifestation, une coalition informelle de groupes de la société civile, ont quant à eux promis de poursuivre leur action au cours des prochains jours, malgré les avertissements des autorités. Dans l'actualité sportive de cette édition, Patrice Ayonton nous informe des dates et lieux des matchs du Ghana contre l'Angola et le Niger, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le Baba Yara Sport Stadium de Koumassi accueillera le match des Black Stars contre l'Angola, comptant pour la première journée de ces éliminatoires. Cette rencontre se jouera le jeudi 5 septembre à partir de 16h GMT. Après le match contre l'Angola, la sélection ghanéenne va se rendre au Niger pour le deuxième match du groupe F, prévu pour le lundi 9 septembre 2024 au stade Séni Kounché. Les hommes de dos à dos sont restés invaincus lors de leurs 2 derniers matchs. Mieux, ils ont battu le Mali et la République centrafricaine dans les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le Ghana est dans le groupe F avec le Soudan, l'Angola et le Niger. Les 2 premières équipes du groupe se qualifieront pour la 35e édition de la CAN prévue au Maroc. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, si Dieu le veut.